Bon, merci beaucoup Nathalie. Ça a vraiment, finalement, je pense, bien introduit ce que j'espérais pouvoir travailler avec vous. Mon propos, c'est vraiment de pouvoir partir d'une toute petite vignette clinique qui ne sera pas du tout aussi bien développée que vous, mais de pouvoir s'en servir pour ensuite illustrer ce qui se passe aujourd'hui autour des TNF, justement. Et ce qui m'importait vraiment, c'était de déplier dans la littérature ce qui se dit autour des TNF, mais aussi pas que dans la littérature, dans les services hospitaliers dans lesquels j'ai pu aller ou dans lesquels j'interviens, pour que vous ayez vraiment une vision la plus exhaustive possible, j'espère, de ce que sont les TNF aujourd'hui et surtout de comment ils sont euh, comment ils sont. Ok, Jessica, j'ai vu. Comment ils sont déployés dans nos services. L'idée, c'est de pouvoir aussi rapidement essayer d'ouvrir sur au moins trois aspects qui m'ont intéressé. Donc, je vais essayer d'aller assez rapidement, je regarde l'heure, et Sur de nos vous services présenter ces d'hospitalisation. choses-là. Et donc, ce diagnostic de Pour la vigne, TNF, en fait, on s'aperçoit que au niveau des classifications, on a une espèce de grande famille comme ça qui peut se découper de mille façons. Alors là, ça en est une parmi d'autres. Est-ce qu'il y a un organisme, ce qui est comorbide et ce qui est syndromique, avec comment dire, une famille qui s'étend bien au-delà de ça, en fait, puisque nous avons ce qui s'appelle les functional somatic symptoms, c'est-à-dire tous les troubles qui ne sont pas expliqués par la médecine dans chacune des disciplines de médecine. Et donc là, je vous en ai fait une liste. Les TNF, bien sûr, étant du côté de la neurologie. Au niveau épidémiologique, très rapidement, on a plusieurs chiffres comme ça qui apparaissent dans les publications, avec entre 5 et 30 on va dire, de possibles TNF dans les consultations de neurologie et aussi dans la population générale. La répartition, vous l'avez sous les yeux. Et il y a Yann, quelques... Oui, est-ce que, est-ce que je peux juste interrompre? Lisa s'est déconnectée, elle n'arrive pas à rentrer et Jessica doit lui donner l'accès. Et je n'arrive pas à joindre Jessica. Je suis plus haute, c'est Yann qui est haute maintenant. Ah, c'est Yann qui est haute. Yann, excuse-moi de te déranger en plein propos, mais est-ce que tu pourrais faire entrer Lisa, s'il te plaît? je peux essayer, oui. Je crois qu'on n'arrivera pas au bout, hein. Excuse-moi, Yann. Alors, alors, dis-moi, Jessica, où elle est? Je ne vois pas Lisa. Mais je sais pas, Elle est moi, passée en passer fait, quand? j'ai plus accès, je suis plus haute, donc j'ai plus, je sais plus qui est en salle d'attente, je peux pas voir. Mais où est la salle d'attente? C'est ça que demande. Bah, normalement, tu as un petit truc qui s'affiche en haut des participants. Ouais, mais il n'y a personne de plus que nous, là. Elle s'est peut-être déconnectée pour se reconnecter. Je suis désolée. Ah, ouais, bah, écoutez, je ne sais pas que vous dire. Non, bah, écoute, continue. On verra. Continue, continue. Excuse-moi. C'est bon? Bah, Alors, ouais, ok. pardon, du coup. Ok, donc, au niveau des classifications, on a donc cette organisation que je vous ai montrée là. Je m'attarde pas longtemps sur ce tableau. L'idée, c'était simplement de vous dire qu'il y a dans le DSM-5 une différenciation entre les TNF, les troubles anxieux et les troubles à symptomatologie somatique qui forment dans cette grande classification qui est très discutée, cet ensemble de troubles à symptomatologie somatique. Au niveau des appellations, justement, ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve encore aujourd'hui une multitude de dénominations qui sont utilisées et qu'on retrouve dans la littérature scientifique. Donc vous avez toujours les troubles de conversion qu'on retrouve par exemple dans le référentiel de psychiatrie et d'addictologie. Le collège des enseignants en neurologie parle par exemple, eux, de troubles somatomorphes et ça se décline comme ça jusqu'au DSM, jusqu'à la CIM 11 et aux partisans, on va dire, des troubles neurologiques fonctionnels qui
ont pour quand même tentative de, je vous les ai mis à droite, de définir les troubles neurologiques fonctionnels comme étant avant tout fonctionnels. Et on voit bien déjà qu'il y a quelque chose du psychique qui va disparaître, ne serait-ce que dans ces appellations. Pareil dans la CIM 11, mais on voit par exemple que dans le collège des enseignants de neurologie, il y a toujours cette idée qui persiste que c'est une expression inconsciente de façon somatique d'une difficulté psychique qui est non verbalisable. Au niveau de l'étiologie, on peut rapidement retracer finalement ce qui s'est passé autour de ces choses-là. Donc, vous connaissez tous l'école de la Salpêtrière, je ne vais pas y revenir. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'idée du choc qui est encore conservé aujourd'hui dans les TNF, un choc traumatique. Mais je trouve que l'idée de Charcot, qui maintient le fait que ça puisse être une idée ou une suggestion, vaut vraiment le coup d'être gardée aujourd'hui. On a bien entendu, alors là, vous m'excuserez pour l'aspect un peu plus caricatural, mais les troubles conversifs chez Freud, avec l'hypothèse du refoulement, du retour du refoulé et donc des symptômes somatiques. Et je vous ai mis en bas à gauche la publication récente de la Revue française de psychanalyse, avec l'hystérie encore, qui montre bien qu'il y a quand même deux courants qui continuent de, non pas coexister, ce serait mentir de le dire, mais d'exister de façon plutôt autonome en fait et indépendante l'une de l'autre entre les TNF qui prennent de l'ampleur et l'approche psychanalytique qui se maintient, on va dire, pour ceux qui s'y intéressent encore. Donc une étiologie dissociative, une étiologie conversive et une étiologie fonctionnelle qui conserve des causes psychologiques avec toujours cette idée du choc, avec toujours cette idée du trauma, qui se déploie un petit peu dans certaines publications autour de l'attachement et qui suppose quand même qu'il y a 30% des cas qui ne sont pas psychologiques, donc qui n'ont pas ce genre de raison d'exister, on va dire. Donc on va glisser petit à petit vers les causes fonctionnelles, et dans cet article de Saunders, il y a un parti pris finalement où l'auteur se positionne en disant que la cause en elle-même n'est pas très importante. Ce qui compte, c'est cette idée qu'il y a une mauvaise adaptation involontaire des voies neuronales et donc une mauvaise communication entre le corps et le cerveau. C'est donc le software qui va dysfonctionner et qui va donner naissance à ces troubles fonctionnels. Et on voit aussi chez Stone, mais déjà en 2009, que ce qui devient plus intéressant pour les chercheurs, c'est la question des facteurs beaucoup plus que celle des causes. Et donc, l'élan aujourd'hui, c'est de préciser les facteurs biopsychosociaux et les facteurs neurologiques. Au niveau neurologique, je ne vais pas m'étendre énormément puisque c'est beaucoup moins mon domaine, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous repériez qu'il y a cette idée qu'il n'y a absolument aucune lésion organique et que ça, c'est avéré, c'est reconnu. Il n'y a aussi aucun dysfonctionnement des aires motrices et sensorielles et que ça, c'est avéré et reconnu. Et que les premiers repérages font état d'une connexion trop forte entre les réseaux liés à l'émotion et les réseaux moteurs, et que même plus que les émotions, ce qui semble importer, en tout cas dans ces articles que j'ai mis au-dessus, c'est les événements vécus dans le corps. Donc, est-ce qu'on est quelque part vers la rémanence? La question reste ouverte. Toujours est-il que la conclusion des chercheurs, c'est qu'on est sur une lésion fonctionnelle ou dynamique des voies cérébrales. Et je vous ai mis alors là toutes les aires cérébrales qui sont impliquées dans les TNF, selon la littérature actuelle. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est surtout ce que je vous ai mis en gras, c'est-à-dire ce à quoi elles servent. Et donc tout cet ensemble de repérages sur un plan particulièrement neurologique, fait dire à certains collègues, dont une collègue nancéenne qui travaille au CHU, que les TNF pourraient être ce qu'elles appellent une maladie cérébrale globale, dans lesquelles on retrouve les facteurs dont je vous ai déjà parlé, des perturbations émotionnelles et des effets neurologiques de l'exposition au stress depuis la petite enfance. Au niveau du tableau clinique, euh, c'est peut-être là où finalement il y a le moins de nouveautés.
on se retrouve avec, je vais quand même les décrire pour que vous puissiez voir, surtout une chose, c'est non pas est-ce que c'est nouveau ou pas, mais plutôt le fait qu'il y a un véritable effort qui est fait par les collègues qui travaillent sur les TNF pour établir ce qu'ils appellent des signes positifs pour différencier d'un trouble, ah, pour différencier d'un trouble, voilà. Je crois que Lisa est revenue parmi nous. Pour différencier d'un trouble neurologique organique. Donc au niveau des signes, il y a tout ce qu'ils appellent les troubles sensitifs fonctionnels, où là vous retrouvez un petit peu le patient dont on a parlé tout à l'heure. Et j'ai mis l'image du jardin des délices parce que finalement c'est très riche, très divers. Il n'y a pas vraiment de grandes lignes directrices, mais je vous ai mis toute une série de symptômes sensitifs. On retrouve aussi les signes moteurs avec les tremblements dont on a parlé tout à l'heure, mais ça va jusqu'à ce qu'on appelle le parkinsonisme dysfonctionnel, les troubles de la marche. Et dans la dimension diagnostique, dans une perspective diagnostique, dans les écrits, il y a vraiment cet effort à rechercher ce qu'ils appellent les repères transversaux, c'est-à-dire une distractibilité, autrement dit le symptôme qui disparaît quand on détourne l'attention, un effet d'entraînement et une variabilité, c'est-à-dire le symptôme qui va varier en intensité et en modalité. Au niveau des signes moteurs, il y a aussi toute une famille, on va dire, qui est plus que motrice, je dirais, et qui est vraiment, à mon avis, un des points de départ de, comment ça s'appelle, de l'intérêt qui est porté aujourd'hui au TNF, c'est les crises dissociatives fonctionnelles. Ce qu'on appelait anciennement les CNEP, mais vous comprenez bien, crise non épileptique psychogène, ça maintient quand même du psychogène. Donc, il y a l'ambiguïté qui revient et la nouvelle dénomination, c'est CDF, avec pareil, tout un ensemble de repérages diagnostiques que je ne détaille pas ici, mais une forme de protocolisation pour arriver à bien discerner les crises épileptiques réelles et les crises épileptiques dites fonctionnelles. Encore une fois, les chercheurs, et notamment Selma Ebeck, qui je crois est intervenue au colloque de neuropsychanalyse, euh, évoquent tous les éléments à valeur prédictive comme, on va dire, des outils pour les neurologues. Et enfin, au niveau des signes cliniques, on va retrouver quelque chose qui est en train de prendre beaucoup, beaucoup de place et à mon avis, qui, pour avoir travaillé 15 ans en CMPP auprès des enfants, c'est pas pour rien que ça prend de la place aussi chez les adultes au niveau des TNF. C'est tout ce qui est appelé cognitivoforme par Thomas Antérian et donc toutes les interactions des capacités cognitives, des capacités langagières aussi, avec l'apparition de bégaiements, etc. Ou alors, de façon plus générale, les amnésies qui sont encore dites psychogènes par Roger Gilles, mais qui ont cette dimension dissociative, avec l'incapacité à se souvenir de trauma, justement, en particulier, ou alors carrément des amnésies d'identité, avec oubli du nom, etc. Donc, on a encore dans ces éléments-là des éléments fréquents qui reviennent au niveau cognitif, l'apparition brutale, les plaintes diffuses, la variabilité des signes, etc. Donc, finalement, ces aspects-là, euh, ils me paraissent importants parce que justement, ils vous montrent comment on essaye de définir et préciser c'est quoi les TNF, euh, mais aussi de vous montrer l'étendue finalement de l'hypothèse de, comment dire, de la dimension fonctionnelle, justement, jusqu'où ça peut aller, ce qui va du tremblement à une amnésie d'identité, pardon. Au niveau des symptômes, je vais pas forcément m'attarder, vous les avez déjà lus tout à l'heure. Les principaux repérages, c'est qu'ils sont incompatibles avec tous les autres troubles. Ils sont involontaires, donc ça, c'est quelque chose qui est important dans le sens où il y a un véritable effort de la part des personnes qui soutiennent l'hypothèse de TNF auprès des neurologues notamment, pour bien préciser qu'il ne s'agit pas de simulation. Et il y a quand même cette idée que ça reste inconscient. Par contre,
les chercheurs autour des TNF essayent d'aller beaucoup plus loin en cherchant ces fameux signes positifs que je vais rapidement illustrer là, avec juste une petite parenthèse autour du fait que l'expression excessive des symptômes, la belle indifférence et tout ce qui faisait l'hystérie chez Freud ne sont plus du tout des symptômes reconnus comme étant pertinents pour poser le diagnostic de TNF. Donc les symptômes dits positifs, alors évidemment vous les retrouvez dans le DSM, avec l'idée de pouvoir remplir certains critères pour avoir le diagnostic de TNF. Je ne m'attarde pas plus là-dessus, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Et non, ça je passe là-dessus. Voilà, les symptômes positifs, c'est, vous voyez, tout un ensemble d'éléments qui sont peu à peu publiés et avérés comme étant n'étant présents que dans les TNF, ou en tout cas suffisamment présents, beaucoup plus que dans un vrai trouble neurologique. Et donc, il y a cet effort qui est fait pour lister comme ça, petit à petit, ce qui va être un symptôme, un signe positif. Et ça a son importance parce que vous le verrez pour la prise en charge, il y a un protocole qui est en train d'essayer de se construire, sur lequel je pense on aura l'occasion de discuter. Je vous mets le dernier, ça c'est sur les CFD, donc les crises fonctionnelles dissociatives. Sur un plan psychiatrique, il y a ce fameux modèle biopsychosocial qui est aussi recherché. Donc, après les signes positifs neurologiques, on en vient aux signes psychiatriques. Et ce modèle des 3 P qui réunit tous les facteurs, ce coup-ci, c'est toujours pas les causes, qui vont prédisposer à avoir un TNF. Donc, vous avez ce tableau qui pourrait être largement enrichi par ce qu'on va trouver dans les articles autour des TNF. Ce qui prédispose d'un côté, ce qui va précipiter ensuite, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui vont être repérés comme le déclencheur de l'apparition des symptômes TNF ou fonctionnels, en tout cas somatiques. Et ensuite, qu'est-ce qui va faire que le symptôme persiste, c'est-à-dire comment il reste entretenu finalement, pourquoi il se perpétue. Pardon. Et vous voyez que tous ces efforts-là, classification, étiologie, tableau clinique, c'est vraiment un élan qui a été lancé il y a une quinzaine d'années. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont abandonnées, hein, de l'hystérie de Charcot et surtout de Freud. Mais comme ça cohabite et comme finalement c'est encore en mouvement et en recherche, on se retrouve avec ce glissement sémantique qui va de l'hystérie vers le fonctionnel. Et finalement, on ne sait plus très bien si, oui ou non, on est en train de parler des mêmes choses ou pas. Ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'en effet, à partir du moment où on considère euh, le symptôme de telle ou telle façon, on va déplier toute une logique qui est plus du tout la même. Donc, chez Charcot, c'est dissociatif. Est-ce que c'est une étiologie défensive? Chez Freud, donc, est-ce qu'il y a comment dire, une étiologie signifiante du symptôme? Ce que Nathalie, vous avez largement décrit. Euh, la référence au software, est-ce que c'est fonctionnel et donc c'est juste, entre guillemets, un dysfonctionnement? Ou est-ce que c'est traumatique finalement, puisque c'est un des points de départ les plus récurrents, et dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il est réactionnel. Donc vous voyez, il y a toute une confusion qui vient se rajouter à cet empilement de dénominations et de diagnostics, des confusions terminologiques, des confusions entre les classifications et donc des confusions épistémologiques. On retrouve d'ailleurs ces confusions au niveau de la sémiologie psy, parce que là, je vous ai parlé de tout ce qui était cognitif, moteur et sensitif, mais il y a aussi tout un tas de symptômes dits psychologiques dans les TNF. Et alors là, c'est encore plus difficile à, comment dire, à délimiter, puisqu'il y a un éclatement complet, en fait, de tous ces symptômes, où on ne sait plus exactement s'il s'agit du TNF, s'il s'agit de l'anxiété, s'il s'agit de la dépression. Et on se retrouve à se poser la question, mais est-ce que ce sont des causes, est-ce que ce sont des facteurs, est-ce que ce sont des symptômes, est-ce que ce sont des comorbidités? Et c'est une problématique qu'on retrouve largement dans la tentative de poser des diagnostics de TNF, où il s'agit de différencier de tout ce qui est anorganique, syndromique et comorbide.
Mais ce qui est compliqué, et on le voit dans les articles, c'est qu'il y a quand même beaucoup de comorbidités dans les TNF. D'abord, des comorbidités neurologiques. Il y a entre 7 et 20 des TNF qui ont aussi une maladie neurologique organique avérée. Et on le voit par exemple dans les crises fonctionnelles. 15% sont des épileptiques. Mais ce que je notais aussi, c'est que dans les crises dissociatives fonctionnelles, il y a entre 60 et 100% de comorbidités psychiatriques. Et si on précise encore un petit peu les choses, on s'aperçoit dans la littérature qu'il y a la moitié dans les TNF de personnes qui ont aussi un trouble anxieux et 42% qui ont un trouble dépressif. Donc vous voyez, il y a une espèce d'empilement comme ça avec un effet non seulement d'empilement, mais aussi d'entraînement qui va jusque dans des repérages très précis, on va dire. Et là, j'ai pris une vidéo qui est sur Internet de 6 cas cliniques qui sont décrits. Et vous voyez qu'on a toute une série comme ça de symptômes qui reviennent, mais qui sont eux aussi très découpés sans forcément qu'il y ait de logique qui se dégage. Il y en a deux en particulier qui sont, quand j'en ai parlé avec mes collègues qui ont fondé même un service autour des TNF, qui reviennent, c'est la question de l'alexithymie et le schéma d'abnégation. Mais voilà, est-ce que c'est des comorbidités? Est-ce que ce sont des facteurs? Est-ce que ce sont des symptômes, etc. La question reste encore posée et finalement, c'est pas si évident au niveau psy de différencier les choses, à moins évidemment de partir du principe que notre orientation théorique donne aux symptômes sa signification, ce qui à mon avis est un petit peu risqué. Donc au niveau de la thérapeutique, je vous ai mis ici pour les functional somatic symptoms, donc de façon plus large que les TNF, 5 explications qui ont été données dans une étude au niveau international et de voir un petit peu ce qui était dit aux patients. Donc on retrouve le malfunctioning software et puis plusieurs autres approches avec la question du stress, avec la question de l'alarme, etc. Donc qui viendraient expliquer aux patients, et je dis bien aux patients, les raisons ou plus ou moins d'ailleurs les facteurs de ces troubles. Au niveau des TNF, de façon plus précise, il y a un protocole qui commence à apparaître. Je ne pourrais pas dire qu'il commence vraiment, en fait, il est quand même utilisé par les équipes qui travaillent avec des TNF. Ce ne sont pas des recommandations HAS, attention, mais ce sont des choses qu'on retrouve régulièrement. Avec l'idée, la première qui est essentielle, c'est d'énoncer le diagnostic. Donc, pour les partisans des TNF, on va appeler ça comme ça, il y a vraiment une volonté de décrire les symptômes. D'où tous les efforts que je vous ai montrés tout à l'heure pour les repérer. Tous les efforts pour définir ces signes dits positifs des TNF. Et l'intérêt pour eux aussi, c'est de le faire parce qu'ils considèrent que le, le diagnostic se fait par inclusion et pas par défaut. Donc, il faut pouvoir évoquer ça au patient et finalement l'impliquer là-dedans. Excusez-moi. Et finalement l'impliquer dans ce diagnostic avec la précision du pronostic, hein, c'est réversible, et aussi l'idée de pouvoir observer ses réactions. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a assimilé la chose? Et est-ce qu'il y a une motivation au traitement? Donc, vous voyez bien que on glisse petit à petit vers une forme, vers une certaine approche du symptôme et qui fait beaucoup penser à ce qui s'est passé par ailleurs chez les enfants, sur lequel je vais revenir. Mais ça explique aussi ce que je vous ai présenté auparavant, c'est-à-dire le, le, comment dire, l'engouement autour de cette question, mais aussi la façon dont la recherche s'organise autour des TNF. Parce que les prises en charge qui sont préconisées derrière, c'est des prises en charge psychothérapeutiques,
Mais c'est comme quand vous allez sur le site du TDAH, je crois le site je sais plus si c'est le site de l'association ou si c'est le site du gouvernement. Quand on vous parle de psychothérapie et que vous cliquez sur le petit lien, en fait, ça ne vous mène que vers des TCC. Donc, je pense que c'est important de bien différencier. On ne va pas être naïf quand on parle de psychothérapie, y compris dans les TNF, on parle d'abord de TCC. Il y a une deuxième chose, c'est bien entendu par rapport à ce qui précède et à l'annonce diagnostique, la psychoéducation. Autrement dit, la façon dont on va revoir les patients en groupe, dans des ETP ou ce genre de prise en charge, pour pouvoir réexpliquer ce que c'est et travailler avec eux. Il y a les rééducations, kiné, ortho, ergo. Les techniques d'ancrage qui sont vraiment là pour permettre au patient de détourner son attention quand il sent ses troubles venir ou revenir. Et j'ai mis le NDR, mais en fait, il y en a tout plein. Toutes les techniques qui permettent de travailler les aspects traumatiques, groupe de parole, etc. Bon, sur les objectifs, je vous les laisse là sous les yeux, je ne vais pas les commenter, mais on est tous plus ou moins praticiens, je pense, et donc on sait ce que visent ces prises en charge. Avec deux choses qui me paraissent quand même importantes, c'est le premier, c'est que sur un plan médical, il est établi que sur un plan pharmacologique, il n'y a aucun intérêt à une prescription médicamenteuse. Et aussi, de la même façon qu'on fait attention à pas trop prescrire d'IRM, de scanner et tout ça, on évite aussi les aides compensatoires qui qui sont pas un plus pour la prise en charge des TNF. Et une fois que je vous ai dit ça, et que du coup j'ai un peu martelé, on va dire, le propos des TNF, je vois qu'il me reste un peu de temps, mais je vais essayer d'avancer. Euh, Ça nous mène, de mon point de vue, très rapidement euh, à la question justement de dans quoi se déplient les TNF. Donc, comme on est sur un séminaire clinique, je ne vais pas ouvrir davantage sur les aspects épistémologiques, mais sur un plan politique, quand même, ça me paraît important, puisqu'on va recevoir François Gonon, certainement, on espère, l'année prochaine. On voit qu'en effet, quand on enlève la dimension psychogène des CNEP, par exemple, quand on utilise ce signifiant TNF, et quand on déplie comme ça toute une démarche de recherche diagnostique et de post-diagnostic et de prise en charge thérapeutique autour d'une dimension fonctionnelle, évidemment qu'on néglige la question du symptôme et de l'inconscient. Évidemment qu'on va retrouver comment dire, toutes les problématiques qui nous traversent quand on travaille avec des enfants dans des institutions depuis 15 ans. Donc, en effet, on peut se demander si les TNF, c'est pas un TND-like. Autrement dit, le fait que le trouble, enfin, il n'y a plus de symptômes, on parle de trouble, il n'y a plus de psyché, on parle de neurologique, il n'y a plus de signifiant, on parle de fonctionnel ou dans les TNT de développement mental. Évidemment on ne peut pas ne pas s'arrêter sur cette question-là et reconnaître qu'il y a quelque chose de cette dimension qui se déplie. De la même façon, en effet, je vous ai dit que les signes, finalement, ils n'étaient pas très, très différents de ceux que, on enseigne en psychopathologie. Mais à partir du moment où on vient les nommer différemment, la clinique qui se suit et l'éthique qui va avec est différente. Par contre, ce qui me paraît important, et c'est pour ça que j'avais proposé d'en parler aujourd'hui, sans savoir d'ailleurs que ça allait être parlé aussi au colloque des neurosciences, de neuropsychanalyse, pardon. Ce qui me paraît important, c'est alors, à partir du moment où je vous ai énoncé ça, est-ce que du coup, on s'arrête au débat qui finalement a toujours les mêmes coordonnées? Eh bien, il me semble que dans la pratique clinique, il y a quand même des trucs qui valent le coup d'être interrogés, grâce au TNF notamment. Parce que si on reste sur ce débat-là, vous savez, ça me fait penser un peu aux algorithmes des réseaux sociaux où, à force que vous alliez voir toujours les mêmes choses, ben, l'algorithme vous propose toujours les mêmes choses. Et donc, en fait, on s'enferre un peu dans notre débat, qui est même pas dialectique, hein, d'ailleurs, qui est vraiment très polarisé finalement. Et donc, je trouve que
le RFPN, en tout cas, me semble-t-il, est une tentative pour ouvrir à d'autres choses. Il y a une deuxième chose qui me paraît intéressante aussi, c'est de reconnaître, notamment dans ce débat, et pour avoir fait partie d'un groupe interministériel quand j'ai travaillé en CMPP, en effet, on n'est pas entendu. Clairement, ce qui est avancé est inentendable et de toute façon, ça n'intéresse absolument pas forcément les tutelles. Mais je me posais aussi la question, à quel point on est audible? C'est-à-dire, dans les équipes, il y a quand même parfois des difficultés, et c'est ce qui est renvoyé par les collègues médecins, infirmiers et tout ça, des difficultés à communiquer avec un psychologue qui, même si là j'ai mis une petite citation, qui se pense être le garant de la vie psychique à l'hôpital. Et il y a une dernière chose qui m'a quand même pas mal interpellé, et c'est notamment la réaction du patient dont je vous ai parlé au début, c'est est-ce que finalement il y a une vraie modification de la demande? Autrement dit, quand Hanao demande à Freud de l'écouter, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, et le génie de Freud, c'est de le faire, c'est de l'écouter. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, pour des raisons sociétales, pour des raisons peut-être néolibérales, pour des raisons diverses, est-ce que finalement la demande des patients n'est pas aussi en train de se modifier? Et c'est ce que le patient dont je vous ai parlé tout à l'heure m'évoquait aussi. Donc, vous voyez, il me semble important de pouvoir quand même prendre les TNF avec des pincettes, c'est vrai, mais en essayant de voir ce que malgré tout ça peut apporter. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais le faire rapidement. Il y a trois aspects qui m'ont quand même intéressé parce que je les ai rencontrés dans la clinique et qui me paraissent être des points de jonction qui sont juste des points d'ouverture et sur lesquels on pourra échanger. Le premier, c'est vraiment se dérouler autour de la dissociation du refoulement et donc euh, des symptômes du corps avec une approche purement neurologique. Et les travaux de Selma Ebeck encore, qui a fait un article et puis réfléchi autour de ben, si la conversion existe, comment elle s'organise neurologiquement et qui propose finalement une lecture neurologique de la conversion qui, en effet, ne va absolument pas nous servir, par exemple, dans notre cabinet libéral, mais qui, de mon point de vue, a au moins l'intérêt, en tous les cas dans les services de neurologie et même de façon plus large dans les services conventionnels, d'être un point d'appel pour travailler avec les médecins, justement. De la même façon, je trouve que ce bouquin-là de Lionel Nakache est quand même étonnamment lacanien. Et, euh, et bon, lui dit ne pas l'être, mais moi, ça m'a quand même beaucoup interpellé. Et finalement, comment le cerveau va fabriquer sans cesse du sens jusqu'à pouvoir avoir ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure du côté de Freud, c'est-à-dire une interprétation acceptable à la conscience. Et finalement, comment le trauma peut peut-être aussi venir enrayer ce mécanisme de fabrique de sens et finalement ouvrir à quelque chose qui me paraît être la dimension signifiante du symptôme somatique, c'est-à-dire le fait que le symptôme va prendre un sens qui va être spécifique au patient. Donc, on va déplier la question de la singularité, on va déplier la question du signifiant, et j'ai quand même noté la question du sujet de l'inconscient, parce que je l'ai retrouvé dans des écrits de neurologues aussi. Donc, vous voyez, je me suis arrêté là-dessus parce que, de mon point de vue, c'est pas clos le débat. Peut-être qu'en effet, sur les TND, c'est devenu plus compliqué. Sur les TNF, c'est pas le cas. Il y a un deuxième aspect qui me paraît essentiel, c'est justement Quelques la minutes, dimension Fabienne. réticulaire. Comment? Quelques minutes encore. Ouais, je termine, tout va bien. La dimension réticulaire du symptôme, dans le sens où on voit bien que aussi bien sur toutes les aires repérées par les neurologues, ou alors à travers le modèle des 3P, ou alors à travers la question du réseau des signifiants, on a à chaque fois cette dimension de réseau et autour du symptôme, qui n'est du coup absolument pas monolithique, mais au contraire qui révèle toute sa complexité, au moins dans ces trois dimensions-là.
Et donc, pour terminer, deux choses. La première, c'est cette grosse citation de Freud que je résume rapidement. Oui, avec les TNF, il y a des choses qui sont complètement incompatibles avec la psychanalyse. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'apprendre aux malades, et c'est ce que Freud décrit dans cette citation. Il s'agit aussi d'attendre le malade, là où clairement le diagnostic de TNF, notamment parce qu'il se fait à l'hôpital, se fait quand même dans une temporalité qui est assez ramassée. Mais par contre, de façon très étonnante, il me semble que les TNF réouvrent, même jusque dans les tutelles, une forme d'attente autour du travail de parole. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les publications, il y a au moins, là je vous ai cité que trois études et méta-analyses, dans les publications, il y a déjà tout le travail de comparatif qui a été fait. Donc je renvoie aussi à celui de Thomas Rabeyron, hein, euh, autour de l'efficacité de la psychanalyse et des approches psychanalytiques. Eh bien là, on a trois études qui reprennent aussi cette efficacité du travail de parole, plus large que peut-être la psychanalyse elle-même, mais avec des effets durables sur les symptômes, et le fait que on a cette efficacité qui est déjà en discussion avec les partisans, entre guillemets, des TNF. Donc, pour conclure très rapidement, ce qui me paraissait surtout important, c'était de vous montrer que il y a une attente du côté des professionnels et du coup, il y a une demande qui revient vers le psy, façon globale de parler, pour pouvoir évoquer ces aspects-là. Et donc, il y a un retour dans les services de neurologie et même les services plus larges du non lésionnel grâce au TNF, entre guillemets. Et du coup, nous, ça nous oblige un petit peu à questionner de façon nécessairement réciproque ces symptômes. Les enjeux cliniques, c'est quand même qu'on puisse réouvrir des espaces de parole dans ces lieux-là. Et à mon avis, la condition justement pour sortir du débat, c'est de sortir de la place hégémonique, qu'il soit du côté des TNF ou de la psychanalyse, et surtout l'idée d'un monopole du symptôme. Je vous remercie. Ouais. Vas-y, Jessica, si tu dois partir. Ok, je suis désolée, comme je dois vous quitter, je voulais juste demander à Yann qui a bien étudié le sujet, si toi tu avais des publications sur cette question, à partir, si dans ta présentation, tu as peut-être utilisé des articles ou des travaux que tu as déjà faits. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment, selon toi, est-ce que enfin, ces questionnements contemporains, hein, sur le retour d'une forme de psychogénèse ou d'étiologie traumatique de certains troubles somatiques, est-ce que ça vient aussi rejouer un petit peu la question du soupçon, de la simulation chez Charcot? Enfin, voilà, Charcot, il a quand même participé à déconstruire cette notion de simulation, notamment dans l'hystérie. Comment est-ce que tu vois les choses aujourd'hui? Comment ça se reconfigure, ce soupçon qui pèse sur le symptôme euh, d'origine potentiellement psychogène ou traumatique? Du soupçon qui pèse sur le symptôme, c'est joli ça. Euh, je pense que c'est toujours présent, c'est-à-dire que chez les neurologues, alors il y a d'abord un soupçon clairement sur le fait qu'il y a une simulation claire, hein, donc une forme de trouble somatique anorganique, mais qui n'existe là ce coup-ci pas du tout, et avec un bénéfice extérieur clair pour le patient. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste beaucoup dans la tête des neurologues notamment, sur le fait que le symptôme, sur le soupçon sur le symptôme lui-même, c'est ça qui me paraît riche avec les TNF, c'est que ils ont ils ont une façon d'approcher les choses qui essaye de faire entendre quelque chose du symptôme. Toute la question, elle est de savoir la façon dont ils essayent de le faire entendre. Et c'est là que on réouvre le débat encore sur est-ce que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Je pense par contre que l'avantage qu'on a avec les TNF, c'est que nous, ça nous permet quand même d'avoir une espèce de voie d'expression qui n'était absolument plus ouverte du côté de la psychodynamique et du côté de la psychopathologie. Il faut être clair sur une chose, c'est que il n'y a dans les hôpitaux, et même psychiatriques, hein, il n'y a pas d'espace pour parler.
notamment du symptôme et de du possible soupçon autour du symptôme. Il n'y a plus de place pour le faire, ou très peu. Les TNF sont une façon de le faire. Mm. D'accord, bah écoute, merci pour ta réponse. Et puis bon, si jamais tu as l'occasion de nous envoyer peut-être quelques références, ce serait... Ah oui, 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 avec plaisir. Ouais. Je suis désolée, je dois vous couper. Bonne fin de discussion. Ah. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, c'est Oui. mieux, Lisa. Bon, je voulais vous remercier tous les deux pour plusieurs choses. D'abord, je disais, je présenterai plus tard au RFPN comment les phénomènes conversifs de l'enfant très jeune nous donnent un nouveau regard sur les processus à l'œuvre chez les adultes, parce qu'il y a des phénomènes conversifs chez les enfants qui un peu battent en brèche l'idée qu'il faudrait avoir quelque chose de déjà de représentation sexuelle, génitale, etc. Bon, mais vous aurez qu'à venir au prochain, à la prochaine séance. Premièrement, vous montrez que le symptôme, à la fois, il est polysémique, comme nous l'a montré Nathalie Dumay, et que dans cette polysémie, eh ben, il faut être probablement un psychanalyste pour entendre quelque chose. Et en même temps, la prééminence du symptôme a fourvoyé les neurologues assez longtemps, puisqu'ils ont cherché des processus, quand ils les cherchent, ce qui n'est pas toujours le cas, des processus qui expliqueraient le symptôme et non pas le processus lui-même. Donc, toute la recherche sur les troubles neurologiques fonctionnels s'est un peu fourvoyée là-dedans, avec l'essai de retrouver sur le plan neurobiologique, c'est quoi la voie de formation du symptôme. Or, il comparait des carottes et des pommes de terre et ce n'est pas du tout la même chose. La deuxième chose, c'est que Freud avait décrit trois processus de conversion. La conversion traumatique qu'il avait écrit avec Breuer en cas d'événements traumatiques. Or, ce qu'on sait, c'est que chez les enfants et les adolescents, il y a très rarement des événements traumatiques déclencheurs des phénomènes conversifs, quasiment pas. Et donc, c'est une hypothèse qui est valide chez l'adulte, mais pas chez l'enfant. Le deuxième, c'est la conversion classique qui est par refoulement d'une représentation non supportable en raison de son caractère sexuel, mais qui va advenir à la conscience et ensuite être refoulée parce qu'elle n'est pas acceptable. Et la troisième, il avait appelé ça l'hystérie de rétention. C'est un phénomène qui survient à une époque où l'enfant, ce que nous a montré Nathalie Dumay, n'avait pas l'appareil à se représenter et à penser pour pouvoir le transformer. Et donc, il est resté incorporé, on va dire, de manière métonymique, comme la tâche est plus une métonymie qu'une métaphore, jusqu'à ce qu'à un moment, quelque chose qui ait une similitude entre les situations d'encodage de ce souvenir et de décodage vienne réactiver le symptôme et passer au-dessus de l'amnésie infantile et générer un symptôme. Christina Alberini a montré qu'il y avait possibilité dans un modèle murin, de se rappeler de souvenirs dans la période dite couverte par l'amnésie infantile, quand les conditions dans lesquelles ils étaient exposés rappelaient exactement les conditions dans lesquelles ils étaient engrammés. C'est-à-dire que cette levée de l'amnésie infantile peut expliquer parfois des phénomènes conversifs quand il y a ces événements précoces. Donc, ces trois phénomènes conversifs qui sont les trois principaux, j'en décrirai deux autres chez l'enfant, moi je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, ont déjà été écrits par des psychanalystes, mais quand vous regardez les neurologues, ils ne vont pas chercher ce type de processus, ils essaient de regarder pourquoi ça donne une paralysie ou pourquoi ça... Et c'est un fourvoiement étonnant et un aveuglement, je dirais, de la part des neurologues. Alors tu dis, il y a un espoir sur le traitement et la considération actuelle des phénomènes dits conversifs. Ben, il y a eu deux congrès quasiment simultanés en Italie, un de la neuropsychanalyse qui a beaucoup traité des éléments psychopathologiques et un des neurologues qui a eu lieu 15 jours avant où tu n'avais pas un psychopathologue, pas un psychiatre invité à parler, ou quasiment pas, à part Caroline Ingray, à parler des troubles neurologiques fonctionnels. Donc il y a à la fois cette reproduction de la dichotomie entre le corps et psyché qui, même dans les nouveaux modèles actuellement, ne nous pousse pas à, à essayer de comprendre. Donc, je voulais vous remercier d'avoir fait apparaître la polysémie, la complexité des phénomènes
qui montrent que l'équifinalité et la multifinalité, plusieurs processus peuvent aboutir à un même résultat symptomatique, hein, et puis un processus peut aboutir à différentes modalités symptomatiques. Et ce paradoxe de la psychopathologie, il faut bien qu'on arrive à l'expliquer, pas seulement par des réseaux neuronaux, mais par aussi notre capacité à pouvoir entendre ce que raconte le patient. Voilà, je voulais juste ouvrir. Je voulais savoir si Nathalie Dumay voulait réagir sur l'intervention de, de Oui, Yann. Mhm. Oui, mais merci Lisa Hous pour tous ces retours. J'ai beaucoup apprécié effectivement l'intervention de Yann Hermite. Je ne connaissais pas ce qui se faisait. Je ne connais pas et je ne connaissais pas jusqu'à vous entendre euh, cette, euh, cette richesse au fond des travaux sur les TNF, en tout cas tel que vous nous l'avez présenté. Et en même temps, je me disais au fond, bah, le retour du psychisme revient parce que c'est fonctionnel, en effet. Mais au moment, voilà, c'est comme si on ne pouvait entendre le psychisme, en tout cas en service de médecine ou dans les spécialités, que parce qu'on a affaire à du fonctionnel et pas du lésionnel. Et moi, c'est ça qui me, enfin, j'allais dire qui me choque ou qui me chagrine plutôt toujours, parce que les patients qui sont pourtant porteurs d'autres types de troubles avec des lésions avérées ou des explications, qui relèvent d'explications biologiques, physiologiques, neurologiques extrêmement enfin, indiscutables, au demeurant, non, ça n'empêche pas que nos patients souffrent psychiquement, affectivement, émotionnellement, en lien avec ce qu'ils vivent dans leur soma, dans leurs atteintes somatiques, dans ce qu'ils vivent justement dans les transactions médecins aussi soignants. Voilà. Je trouvais que c'était intéressant ce que vous avez souligné sur la demande d'écoute qui se transforme autant, enfin, chez le patient, et peut-être le patient dit TNF, j'aime pas bien l'appeler comme ça, hein, mais en tout cas tel qu'il est repéré dans les services où vous officiez, euh, il a besoin il en recherche, il a besoin qu'on lui donne un diagnostic. Alors c'est quand même quelque chose aussi qu'on voit très fréquemment aujourd'hui, où comme on diffuse, enfin voilà, on diffuse beaucoup de diagnostics. Il y a certains types de personnalités qui sont dans la quête d'un diagnostic comme si ça allait tout résoudre. Et effectivement, pour certains, ça a un effet apaisant. C'est ce qu'on entendait en tout cas dans l'exemple que vous donniez. Donc, c'est apaisant. Il y a quelque chose, en tout cas, ça replace au cœur, enfin, au centre de l'attention, la relation soignant-soigné. Médecin, patient ou psychologue, patient. Les deux n'interviendront au demeurant pas de la même manière, j'en suis sûre. Mais en tout cas, ça remet, voilà, l'attention du côté des médecins vers, vers les attentes transférentielles, voilà, du patient à l'égard du spécialiste ou du somaticien ou du neurologue, voilà, qu'il rencontre. Et je trouve que ça, c'est intéressant, voilà. Même si à côté, au fond, ce qu'on pouvait aussi entendre, c'était combien il y avait une dépendance psychique, voire affective. C'est un peu comme ça que j'aurais été tentée de l'entendre, dépendance affective du patient à l'égard de son médecin. Et en même temps, cette dépendance ou ce besoin de dépendance qu'a le patient est tout à fait légitime et même bienvenu envers le soignant, parce qu'il a besoin, au fond, de pouvoir s'appuyer, se sentir contenu, porté par le soignant ou même l'équipe soignante. Mais du coup, c'est qu'est-ce qu'on, comment aussi on sort comment on aide le patient, au fond, à sortir de cette dimension de la dépendance ou de l'étayage. Euh, a fortiori par rapport à cette clinique-là, à cette clinique spécifique. Euh, mais bon, ce qui est important, c'est d'abord qu'on réponde aux patients, enfin qu'il y ait une intervention thérapeutique, qu'elle soit pluriprofessionnelle ou qu'on adresse chez le psychologue en dernier ressort parce que la médecine s'avère impuissante. Moi, j'allais dire, historiquement, on a connu ça. Donc, après tout, que ça revienne aujourd'hui, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que les psychologues ont encore une place dans les services de spécialité médicale. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt rassurant. Et en tout cas, ce que j'ai apprécié beaucoup dans votre exposé, c'est qu'au fond, on arrive quand même à la même conclusion, à savoir la nécessité d'être à l'écoute. Alors, sûrement sous des multimodalités et avec toutes comment dire, nos champs nos spécialités, enfin, ou nos formations, enfin, qui nous amènent à être plutôt dans tel type d'approche. Mais c'est qu'au fond, l'écoute du patient, ben voilà, elle s'impose toujours en dernier ressort.
et qu'au final, c'est quand même la grille de lecture ou la grille théorique ou les grilles théoriques auxquelles se réfèrent les praticiens qui va conditionner effectivement la rencontre ou l'issue de la rencontre. Enfin, en tout cas, et pour revenir par exemple au cas de Mademoiselle X, alors on n'est pas dans un TNF, euh, on est dans une dermatose. J'avais entendu à un moment donné, quand j'avais un peu fait des recherches que j'ai oubliées d'ailleurs depuis, mais que le vitiligo avait été considéré à un moment donné comme une pathologie psychosomatique. Je l'ignorais. Bon, même si ça fait partie des dermatoses, d'une part, et d'autre part que c'est une pathologie, c'est surtout une pathologie auto-immune. Voilà. Et effectivement, pathologie auto-immune dans laquelle la question quand même des liaisons entre émotions, vie psychique, trauma, et donc perturbation des systèmes au niveau physiologique voilà, sont quand même très, très importantes, très prégnantes. Enfin, il y a une considération pour cette intrication, voilà, de facteurs d'ordre différents. Euh, mais au fond, moi, ce que je voulais souligner avec le cas de cette patiente, entre autres, c'est qu'au fond, il ne s'agit pas de chercher la cause psychogène des troubles. En revanche, il ne s'agit pas non plus d'éradiquer ou d'occulter des facteurs déterminants qui seraient du côté, je sais pas moi, physiologique ou neurologique ou autre. Bon, c'est pas le cas, hein, c'est pas le cas de la neuro dans cette clinique-là. Mais en revanche, ce qui nous importe en tant que clinicien, et peut-être après Freud en tant que psychanalyste, mais c'est effectivement, c'est qu'est-ce que le patient fait de son symptôme, c'est-à-dire à quoi ça lui sert, le cas échéant, et qu'est-ce qu'il en fait, et nous, comment on peut euh, travailler, enfin, ou se servir du symptôme aussi pour mettre en travail ce qu'on entend des modalités de conflit ou de souffrance du patient singulier. Euh, Après, force est quand même de constater que les poussées somatiques, euh, alors ça c'est pour le coup c'est mon écoute de clinicienne déformée ou déformante, mon écoute déformée ou déformante, c'est quand même force est de constater que les poussées somatiques surviennent quand même pas n'importe quand ni comment, c'est-à-dire qu'il y a des conjonctures. Euh, et c'est pas parce qu'on repère pas d'événements traumatiques qu'il n'y a pas quelque chose qui a fait trauma ou en tout cas surcharge ou douleur dans la vie psychoaffective inconsciente du patient. Et comment le retrouver, et faut-il le retrouver assurément, je suis pas sûre. C'est comment on peut, en tout cas pour moi, psychologue clinicienne, c'est comment on peut mobiliser la vie psychique et comment cette vie psychique, au fond, elle peut avoir un effet d'apaisement en le patient, d'apaisement de l'angoisse, apaisement des affects dépressifs, élaboration des traumas, et puis ensuite comment ça se maille avec sa régulation biologique, physiologique. C'est une grande question, une grande énigme à laquelle moi j'ai pas de réponse, hein. Moi non plus. Et par contre, juste pour prolonger ce que vous dites, euh, je suis entièrement d'accord sur l'écueil de comment dire, de cet ensemble et de cette poussée autour des TNF. C'est-à-dire que euh, le fait de vouloir absolument, puisque je précise quand même, hein, je vous ai fait une présentation des TNF, mais mon orientation reste psychodynamique sans problème. Mais cette poussée-là, elle néglige justement, et c'est ça qui m'a quand même beaucoup étonné quand j'ai étudié les TNF, c'est elle néglige les connaissances de la psychanalyse et de la psychopathologie. Et il y en a une qui me paraît pourtant essentielle dans cette espèce de composition très établie de protocole, c'est ce que vous venez de préciser sur le trauma, on le repère pas forcément. Le trauma ne se dit pas forcément. Et les déclencheurs, vous avez raison, il y a une conjoncture qui va faire déclenchement d'une somatisation, mais pareil, on n'y accède pas forcément. Et Non. Tout ce qu'on la a regardé difficulté, ces 30, voire 40 dernières années, il nous a tout dit en fait. alors il y a Alors, il y a quelqu'un qui quelqu'un qui parle, a mais je ne sais pas pas... qui c'est. Oui, qui a son micro ouvert. Je te laisse gérer, Lisa?
Donc, je disais ça pour le fait que ce genre de repérages qui sont psychopathologiquement essentiels, qui vont aider au diagnostic et qui vont justement permettre de donner un petit peu d'amplitude à ce travail dont vous parlez ensuite avec le patient, pour l'instant, ça ne se fait pas. Ça n'existe pas dans les TNF. Et ce qui me paraît important, c'est justement de constater que, eh bien, cette connexion avec la psychopathologie ne se fait pas. Et elle ne se fait, en effet, Lisa, tu as raison, il y a deux colloques qui se font de façon éloignée et ça ne se discute pas. Ce qui m'embête, c'est pourquoi ça ne se discute pas. Est-ce Alors, qu'on est Selma encore dans... Ebeck, elle était là quand même au congrès des neuropsychanalystes. Selma Ebeck, elle était là, et c'est Coraline Ingré qui était à l'autre? Oui. Ouais, et voilà, moi j'ai fait une journée, il y avait 2 jours des journées de neurologie, de psychiatrie et neurosciences à Paris, où il y avait quand même des tentatives que ça se parle. Mais il n'y avait pas de psychanalyste, c'est sûr. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a ces dimensions-là qui manquent, alors que ce sont des repérages importants, que de savoir que le trauma, ça ne se dit pas forcément, de savoir que les déclencheurs, ça ne se repère pas forcément, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt de dire, mais au quotidien, et là je vous rejoins complètement, il y a quand même quelque chose qui se passe du côté de l'écoute et d'une attente d'un travail de parole. Et c'est pour ça que j'ai mis enfin, cette espèce de petite citation tout à l'heure sur le psychologue et le garant de l'espace psychique. Je ne suis pas tout à fait sûr, moi, de cette idée, parce que les collègues qui m'orientent des patients, par exemple sur le service, ce sont des neurologues, d'accord, mais c'est aussi les infirmières, c'est aussi les ASH, c'est aussi les AS. Et donc, il y a quand même, en fait, une attention qui a certainement, qui s'est diluée auprès de la population, euh, depuis que la psychanalyse existe certainement, une attention apportée au travail d'écoute. Alors, on Et va donc, peut-être c'est de faire. là Oh, qu'on excuse-moi. peut partir. Oui, Vas-y, je t'en prie. je voudrais donner la parole à la salle virtuelle, hein. Il y a Frédérica Ioni qui a envoyé des messages, mais je ne sais pas à quoi elle faisait référence pour d'autres patients, pas du tout. Au contraire, ça nourrit une attente de résoudre un mystère, mais ça fait fuir de savoir. Donc, on peut aussi devenir un mauvais persécuteur, objet persécuteur. Le biomédical passe avant la relation. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Nous avons 10 minutes. Levez la main ou intervenez direct. Oui, Nicolas O veut intervenir. Merci bien, bonsoir. Nicolas Osseni, donc psychologue clinicien. Merci beaucoup pour les présentations. J'avais une question très très pratique à poser à Monsieur Hermite. J'ai essayé de prendre des notes, mais c'était très 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 rapide. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir accès à votre présentation? Je comprendrais que ce soit pas le cas, mais c'était tellement riche que voilà. On est presque frustré de ne pas avoir pu en noter plus. Je vous remercie. Ah, Normalement, c'est filmé et on doit mettre à disposition. Voilà. Peut-être tu veux répondre, Yann. oh, bah, non, en effet, ça, on mettra la vidéo sur le site YouTube. Et si toutefois, sur la vidéo, c'est plus difficile de lire, n'hésitez pas à rentrer en contact, il n'y a pas de problème. Je vous l'envoie. D'accord, merci. Si la vidéo, c'est super. Merci bien. Voilà. Donc, c'est pas Anna O, c'est Nicolas O qui est intervenu. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Euh, Yann, je vais te poser une... Tu n'as pas parlé de tout le modèle du codage prédictif qui est très à la mode pour décrire et qui est assez pertinent pour décrire les troubles dits conversifs, hein. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il y aurait les facteurs prédisposants seraient des prédicteurs très puissants qui attireraient soit du côté de l'insensibilité, enfin, qui attireraient d'un côté ou de la non-prise ou de la surprise en compte des afférences sensorielles et que cet écart entre le codage, la prédiction et ce qui est ressenti avec des difficultés dans les afférences perceptives et notamment interoceptives a été beaucoup évoqué.
une surinterprétation des afférences interoceptives ou pas. Voilà, je vois qu'Ariane aussi a une question. Peut-être tu veux la poser en même temps, Ariane. Et... Voilà, moi j'ai une question. Si le public vraiment n'a pas de questions, oui, ouais, j'aurais bien aimé aussi dire un petit mot. Je vais peut-être enchaîner avec Lisa, comme ça, éventuellement, il y a encore de la place pour une réponse. Donc, j'ai trouvé la discussion, Madame Dumais, je suis vraiment désolée, mais j'ai juste eu la fin de votre présentation et c'était vraiment pas de mon fait. C'est vraiment dommage parce que j'avais très très envie de vous entendre. J'ai encore entendu la fin et donc je pense que c'était aussi dans le sens de mes espérances. Et donc je vais plutôt rebondir sur Yann, mais peut-être que voilà, ça rebondit quand même indirectement sur ce que vous avez dit. Euh, donc j'ai beaucoup apprécié la discussion de fin, Yann, et enfin, pour ce que j'en ai compris, toute la tension entre une approche plus neurologique et une approche plus psychodynamique. Et donc on pourrait en dire beaucoup. Ce qui m'a beaucoup frappé quand même, c'est cette liste de signes positifs avec vraiment des espèces de précision, avec une volonté d'exhaustivité, une volonté de repérage, une volonté de mise en catalogue. Et je n'ai pas pu faire autrement que de penser à l'ambition de Charcot, qui avait, il me semble, sauf à me tromper, et tu me diras ce que tu penses, une ambition quand même tout à fait comparable quand il a voulu mettre en photographie la grande crise régulière, hystérique, avec les photographies de tous les moments où il avait vraiment répertorié. Et finalement, cette espèce d'ambition d'objectivation, pour moi, a résulté dans la démonstration éclatante, vraiment dans le sens de monstration, hein, éclatante de l'impossibilité de l'objectivation de, de l'hystérie de conversion au temps de Charcot, puisque finalement, c'était un catalogue pris par les hystériques en modèle pour se conformer à ce qui était attendu. Hein. Et donc, en fait, presque par pirouette, c'était en fait l'hystérie de Charcot qui se montrait un peu à travers ce catalogue. Et donc, il y avait là une espèce de ratage par rapport auquel Freud a quand même pris le relais. Et j'entends quand même ce débat. Mais par exemple, moi, ce que j'apprends à mes étudiants, ça va peut-être te choquer, c'est justement, ou peut-être choquer Lisa aussi, que justement, ils ne peuvent pas s'arrêter à ce modèle biopsychosocial qui, pour moi, est un modèle pour dire, en fait, le psychique, on ne sait pas faire. Biologique, social, on sait faire, mais le psychique, on va mettre, comme tu dis, anxiété, dépression. C'est rien du tout, à mon avis. Alors que j'essaye d'enseigner à mes étudiants que eux sont une espèce de possibilité, de perspective de sortir de quelque chose de généralisant et d'universalisant et oui, de restaurer ce qui a été dévalorisé, c'est-à-dire, oui, quel est le conflit intrapsychique qui cherche à se montrer et de faire un travail de détective, c'est-à-dire la scène que représente le patient, comment puis-je l'entendre et même comment puis-je l'entendre de façon signifiante afin d'ouvrir une porte par rapport à ce modèle biopsychosocial qui me semble très enfermant. Voilà, donc bon, j'arrête là. Merci. Je lis une Euh, intervention, Joël Rochette, comme ça tu discuteras. Est-ce qu'on n'est pas encore dans une logique monadique d'un patient concerné pour lui-même avec un présupposé d'un moi constitué et séparé? Chez le bébé, on est obligé de considérer sa porosité d'avec son milieu. Ainsi, le symptôme a une valeur intersubjective et ceci d'emblée. Dans certaines cultures à type animiste, le symptôme du bébé peut, par exemple, être lu non comme un trouble pédiatrique, mais comme un trouble obstétrical. La conversion peut-elle s'envisager d'un point de vue groupal? Oui, il y Je a vais des peut-être phénomènes. laisser Nathalie Dumais répondre à cette question-là. Je reprends juste, alors désolé Lisa, je vois que le temps passe et on est déjà presque à 20 heures, mais juste pour reprendre ce que Ariane enseigne à ses étudiants, le psychisme, on ne sait pas faire.
Ben non, évidemment qu'ils savent pas faire. Dans le sens où, de toute façon, c'est pas vers ça qu'ils vont avec les TNF. Par contre, ce que je trouve intéressant et que j'ai découvert avec les TNF, en rencontrant des gens qui travaillent et tout ça, c'est que ils savent pas faire, mais contrairement au TND, c'est pas clos. C'est-à-dire que ils savent pas faire, mais ça les intéresse quand même de savoir ce que nous on sait faire. Et ça, c'est pas mal. Je pense que tu peux rajouter ça à tes étudiants en leur disant, ben, soyez au rendez-vous, quoi. Voilà. Je vous laisse Nathalie par rapport aux remarques. Oui, est-ce que la conversion peut s'envisager d'un point de vue groupal? Alors, je suis pas spécialiste, loin de là, et je crois que oui, il y a des études ou en tout cas des observations cliniques qui ont été faites et pensées dans ce sens-là pour montrer la contagion qui qui peut exister effectivement dans un ensemble intersubjectif. Et en tout cas, je te remercie, Joël, de le reformuler comme tu le reformules, parce que c'était aussi ça le sens de mon propos, c'est de montrer qu'au fond, alors, le trouble devient symptôme, mais et que ça, voilà, et ça parle aux protagonistes de la relation. Euh, Ça parle d'une certaine manière aux protagonistes de la relation qui sont en présence. Et donc, d'où toute l'importance sur la manière qu'on a de considérer, alors je dirais pas positivement ou négativement, ça serait un peu trop trivial et réducteur, mais tout dépend de la conception du clinicien et de ce qu'il va pouvoir faire sans, au demeurant, projeter son théâtre interne sur la symptomatologie, en tout cas pour analyser la symptomatologie somatique de son patient, mais comment on peut se saisir de ce que le patient nous donne à entendre, à voir, à ressentir, comment on peut lui en restituer quelque chose et comment ça fait travailler les éléments qui sont en lui, que ce soit des éléments voilà, moi, ce qui m'importe surtout, c'est cette question de la différence de nature des vécus ou des contenus psychiques, que ce soit voilà, du côté du refoulement et surtout plutôt du côté de ce qui est forclos ou plutôt de ce qui est clivé et impensé. Enfin, c'est quand même, on rencontre beaucoup de patients qui souffrent d'expression, enfin, d'agir ou d'expression somatique ou de somatisation et quand même ce qu'on découvre dans l'accompagnement psychologique et psychothérapique, c'est combien ils sont en panne et en souffrance euh, d'identifier ce qui s'est passé en eux d'une part, de le nommer, c'est-à-dire de le représenter et de le partager aussi avec un autre. Voilà. Et donc, je te remercie beaucoup de remettre cette question de la relation intersubjective au cœur du débat ou au cœur de la réflexion. Je crois qu'il y a d'autres questions dans la salle, du coup. Alors, euh, non, quelqu'un qui répondait, je pense que oui, pour les phénomènes de contagion et gagner des inconscients dans un contexte filial à l'état d'un groupe et même d'une nation. Anne a une question. Alors, Gérard, Anne ont levé. Anne, vas-y. Oui, Ah, rapidement, en fait, merci pour ces deux interventions passionnantes. Et moi, ce que j'avais envie de demander, c'est peut-être de prolonger ce séminaire sur la même thématique. Et Yann, c'était aussi la question de que disent tes collègues de la relation qu'ils ont avec ces patients. En fait, parce que je trouve que là, c'est quand même là où ça se joue quand même et où ça se joue depuis l'Antiquité. Donc, voilà, est-ce que tu pourrais nous développer ça à un autre séminaire? Comment ça se joue dans la relation avec les patients? Mis à part le fait que tu me rajoutes du travail, avec plaisir, oui. Mais là, je crois que du coup, Bah, on puis le demande. mais merci beaucoup Nathalie Dumay, merci beaucoup Yann.